Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes gouverneur de la Banque de France. Laquelle Banque de France publie aujourd'hui même son point sur la conjoncture française. Mais tout d'abord peut-être une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie dans son billet politique. Alors la Banque de France est indépendante de tout parti politique. Nous y tenons et donc je n'ai pas à faire de commentaires politiques. Mais peut-être trois éclairages économiques rapides en réaction à ce que Jean Lémarie vient de dire. D'abord, effectivement, je crois que l'inflation est notre problème numéro 1 aujourd'hui. C'est la préoccupation numéro 1 des Français, des entrepreneurs. Et nous sommes engagés, nous, Banque de France, Banque Centrale Européenne, à la ramener vers 2% d'ici 2 ou 3 ans. On en parlera. Ensuite, vous avez dit, alors la Banque de France et le gouvernement ont minoré le phénomène. Là, je suis obligé de réagir. Personne n'avait vu venir cette vague d'inflation pour une raison assez simple, c'est que je crois, il faut qu'on soit modeste autour de cette table. Personne n'avait prévu l'invasion de l'Ukraine et ses conséquences sur les prix de l'énergie. Maintenant, une fois que le phénomène est là, nous avons réagi depuis plusieurs mois et nous l'avons fait fort et vite. Et puis la dernière remarque, et là je rejoins Jean Lémarie, c'est qu'effectivement dans l'histoire, le blocage des prix, c'est une idée séduisante parce qu'elle est simple, mais ce n'est pas une idée très efficace. Vous avez cité le maximum général de 1793, mais si on regarde plus près de nous, dans beaucoup de pays, etc., presque toujours le blocage des prix provoque des phénomènes de rareté qui en fait pénalisent les consommateurs. Heureusement, il y a d'autres façons d'agir contre l'inflation, il faut le faire. Mais alors, si je puis me permettre de défendre le blocage des prix, pas de tous les prix justement, mais d'un certain nombre de denrées essentielles, François Villeroy de Galhau, on peut imaginer que si on bloquait le prix des pâtes, celui de denrées alimentaires, celle-ci qui occupe aujourd'hui une place restreinte dans l'économie, mais essentielle pour les ménages, on n'aurait probablement pas ce phénomène de rareté. Presque toujours, c'est ça qu'on observe, y compris dans des pays du Sud qui ont beaucoup pratiqué ce type de mesures sur des produits essentiels, c'est que ça provoque moins de production et en fait, du coup, moins de disponibilité des biens ou plus d'inflation quand on sort du blocage des prix. Mais encore une fois, heureusement, il y a d'autres façons d'agir. Je note au passage que l'inflation en France est trop élevée, nous en sommes tous conscients, mais que c'est la moins élevée d'Europe. Et que nous sommes autour de 6% alors que la moyenne européenne est à 10%. Dans les deux cas, c'est trop. Et comme je l'ai dit, action forte de la Banque centrale pour ramener l'inflation vers 2% d'ici 2 ou 3 ans. Et puis, vous l'aviez rencontré, vous le connaissiez. Peut-être un mot sur Bruno Latour, le philosophe, anthropologue et sociologue. Justement, Sylvain Bourmeau rappelait que celui-ci ne croyait pas en l'économie. De quoi parliez-vous ensemble, François? Alors, je ne vais pas prétendre l'avoir bien connu, mais évidemment, j'ai lu Où atterrir, et j'ai eu l'occasion de l'accueillir une fois, grâce à un ami commun. Bon, d'abord, j'avais été frappé, il avait la simplicité des très grands. Je crois qu'il nous invitait à penser, et à penser plus loin, et à penser global, et dans toutes ces crises, ces urgences, ces polémiques qui se multiplient, c'est un appel dont on n'a plus que jamais besoin. Et il faut que nous construisions une nouvelle croissance ou une meilleure croissance. Je ne sais pas si Bruno Latour croyait ou ne croyait pas à l'économie. L'économie, il ne faut pas l'absolutiser. Vous savez, c'est un moyen. C'est un moyen qui est au service d'une fin, c'est-à-dire le meilleur développement des hommes et des femmes et de la société. Mais on ne peut pas se passer de l'économie ni de la croissance. Mais c'est une croissance qui est meilleure, c'est-à-dire qui est non seulement plus forte, mais qui doit être plus verte et plus juste. Là, je crois que l'appel qui nous lançait reste d'une très grande actualité. Nous sommes d'ailleurs à la Banque de France extrêmement engagés en position un peu pilote parmi les banques centrales dans la lutte contre le changement climatique. J'attends d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt, il y a un livre de Bruno Latour qui va sortir dans le tout prochain qui s'appelle « Qui perd sa terre, perd son âme ». Je crois que ça résume un certain nombre de ses convictions fortes. Aujourd'hui, donc, le point sur la conjoncture française pour ce début donc, du mois d'octobre 2022. Que peut-on dire à ce sujet, François Villeroy de Galhau? Alors, nous venons de publier, effectivement, Guillaume Erner, là, ce matin, notre enquête mensuelle, qui est vraiment une enquête de terrain, réalisée auprès de 8500 entreprises de tout secteur, de toute taille, de tout territoire. Et au fond, je crois que c'est la meilleure photographie de terrain qu'on puisse faire. Alors, comme dans toute photographie, j'aurais tendance à distinguer ce que dit l'image globale et puis un certain nombre de détails de la photo. L'image globale, elle vient conforter les prévisions que nous avons publiées il y a un mois.
c'est-à-dire une bonne résistance quand on regarde la croissance moyenne de l'année 2022. Nous confirmons une prévision à 2,6%, mais un net ralentissement qui est devant nous. Nous avons prévu pour 2023 une fourchette, ce qui est assez rare parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais entre une croissance un peu positive à plus 0,8% et sans exclure une récession qui serait limitée à moins 0,5%. Voilà, je confirme ces chiffres aujourd'hui. En particulier, ces chiffres reposent sur l'hypothèse d'une activité qui est stable au 4e trimestre. Ça, c'est l'image globale et donc c'est plutôt une confirmation. Maintenant, quand on regarde les détails, il commence à y avoir des différences assez fortes selon les secteurs économiques. C'est-à-dire que les services, qui sont la part la plus importante de notre économie, les services continuent à bien résister et même à être en croissance sur septembre et probablement sur octobre. Alors c'est vrai aussi bien des services aux entreprises, le conseil, l'informatique, etc., que des services aux particuliers, l'hébergement-restauration par exemple, qui avait beaucoup souffert dans le Covid, aujourd'hui repart bien. Par contre, l'industrie commence à souffrir. Et ça, c'est le phénomène un peu nouveau, qui n'est pas très surprenant malheureusement, parce qu'il est lié à la forte augmentation des factures énergétiques, qui comptent beaucoup plus pour l'industrie. Et on a quelques signes de ça. L'incertitude augmente très fortement du côté des industriels. Et quand on leur demande pourquoi ils ont ce sentiment d'incertitude, c'est parce qu'ils ne savent pas quel sera le prix de leur énergie. Dans certains cas, ils ne savent même pas si ça sera disponible. Il y a une tension sur la trésorerie des entreprises industrielles. Et quand on regarde encore un peu plus dans le détail à l'intérieur de l'industrie, les secteurs qui souffrent le plus sont ceux qui ont la part d'énergie la plus forte. La chimie ou la métallurgie, par exemple. C'est un travail qu'a fait l'INSEE. Un dernier élément, si vous me permettez, dans les détails de la photographie, c'est qu'il y a un nombre très important d'entreprises, y compris de l'industrie, qui continuent à se plaindre de difficultés de recrutement. 58%, ça a même remonté un peu par rapport au mois précédent. Alors ça, c'est évidemment une difficulté dont on entend beaucoup parler de la part des entrepreneurs, mais qui dit aussi quelque chose de plus positif, c'est que le marché de l'emploi aujourd'hui est plutôt en bonne forme en France. Le taux de chômage est plutôt bas, même s'il est encore loin de l'objectif de plein emploi. Effectivement, c'est la une, par exemple, du Parisien aujourd'hui. Pour les chauffeurs de car, c'est une profession particulière, François Villeroy de Galhau. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, pas forcément de grandes entreprises, d'ailleurs des artisans qui disent, avec l'augmentation des prix de l'énergie, on ne va pas tenir, les boulangers par exemple. Est-ce que vous l'observez d'ores et déjà ? Alors nous n'avons pas aujourd'hui d'indicateurs d'alerte sur différents thermomètres que nous avons. Il y a la médiation du crédit pour ceux qui ont des difficultés à rembourser leurs prêts. Il n'y a pas plus de saisines qu'avant. Quand on regarde les défaillances d'entreprises, on revient à peu près chaque mois au niveau normal, pré-Covid. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'alerte majeure. Nous sommes évidemment extrêmement vigilants, mobilisés avec tous les dispositifs publics. Je crois que le mot majeur, si vous voulez, c'est différenciation. Quand on regarde cette photo, il y a beaucoup d'entreprises, heureusement, qui maintiennent une marge relativement élevée, qui maintiennent leur volonté d'embaucher, d'investir. Il y a un certain nombre d'entreprises, un peu plus dans le secteur industriel, qui commencent à être en difficulté. Il faut être présent aux côtés de ces entreprises-là. Et le fait que les prix augmentent, puisqu'on parlait de l'inflation, lorsque vous essayez de construire des statistiques sur notamment la part des prix qui ont augmenté du fait donc du phénomène que l'on évoquait, qu'est-ce que vous observez ? Qu'est-ce que l'on peut imaginer, François Villeroy de Galhau, comme taux d'inflation qui serait un taux à la fois réaliste, mais malgré tout prévisible ? Alors, le bon objectif d'inflation, nous semble-t-il, et c'est pas seulement nous, Européens, c'est aussi le cas des Américains et de la plupart des grands pays, c'est autour de 2%. Si vous me permettez une image très simple, 2% c'est au fond la bonne température de l'économie, comme 37 degrés c'est la bonne température du corps. Quand on est en dessous, et ça a été le cas, souvenez-vous, pendant des années, y compris avec le Covid, ça veut dire qu'il y a une forme d'anémie, que l'économie tourne au ralenti, et à ce moment-là, il faut pousser l'activité. Et puis, quand on est au-dessus, c'est un phénomène comme on voit aujourd'hui de fièvre ou de surchauffe. Et là, il faut au contraire ralentir l'inflation et lever très vite le pied de l'accélérateur que nous utilisions dans les années précédentes. Alors, par rapport à ce 2%, on en est loin aujourd'hui. On en est moins loin pour la France, je disais autour de 6%. Mais pour la zone euro, c'est 10%. Il faut peut-être rester une minute par rapport à votre question sur la composition de l'inflation. Quand on regarde l'inflation européenne, en gros, c'est deux moitiés. Il y a une moitié, c'est les prix de l'énergie et des produits agricoles, des matières premières.
Et ça, la Banque centrale n'y peut pas grand-chose. Simplement, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel en économie. On a commencé à voir, par exemple, sur le prix du pétrole, une stabilisation depuis le printemps dernier. L'autre moitié, c'est celle-là qui nous préoccupe le plus. C'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et produits agricoles. Et celle-là est trop élevée aussi. Elle est à 4,8% pour la zone euro, un peu moins là aussi en France, 3,7%. Mais vous voyez, on est loin de l'objectif de 2%. Et c'est celle-là dont la Banque centrale est responsable et sur laquelle la Banque centrale peut agir. Donc nous avons commencé à agir. Quand je disais que nous avions levé le pied de l'accélérateur, c'est qu'on a supprimé un certain nombre de mesures exceptionnelles qu'on prenait quand l'inflation était au contraire trop faible. Mais, et ça aussi c'est l'expérience très pratique, ça n'a rien d'idéologique ou de théorique, l'expérience très pratique, c'est que ces mesures de politique monétaire, ça prend un peu de temps pour produire des résultats, entre 1 et 2 ans. Donc c'est ça qui nous fait dire que d'ici 2 à 3 ans, nous ramènerons l'inflation vers 2%. Alors la technique habituelle, c'est d'agir sur les taux d'intérêt. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux, on l'entend dans l'actualité à chaque fois, il y a de l'inflation, donc vous augmentez les taux d'intérêt. Pourquoi y a-t-il un lien mécanique selon vous, François ? Vous me permettez d'abord de dire qu'il y avait une autre technique qui avait été employée dans les époques d'inflation trop faible, et où même menaçait la déflation, qui est une autre maladie grave de l'économie. C'est ce qu'on appelle les achats de titres. Alors en anglais, le QE, peut-être une expression que les auditeurs ont entendue, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, nous l'avons arrêté depuis le début de cette année. Alors l'autre moyen, c'est effectivement de monter les taux d'intérêt. Pourquoi c'est efficace toujours et partout à l'expérience ? Je vais le dire très simplement parce que les économistes parleraient de différents canaux de transmission, mais ça consiste à encourager un peu plus l'épargne et quand il y a un peu trop de consommation, ce qui est le cas aux États-Unis aujourd'hui, à freiner un petit peu la consommation. Et c'est un signal très fort que la Banque centrale envoie à l'ensemble des opérateurs économiques que nous allons ramener l'inflation vers la bonne cible. Là aussi, je ne vais pas abuser des termes économiques, mais ce qu'on appelle les anticipations d'inflation sont absolument clés. Les anticipations d'inflation, c'est la façon dont les ménages, les entreprises, éventuellement les opérateurs financiers, projettent l'inflation dans 2 ans. Et ça, c'est un élément relativement positif aujourd'hui, c'est que ces anticipations d'inflation restent assez proches de la cible de 2%. Pourquoi ? Parce que ces acteurs économiques savent que la Banque centrale agit. Et ça évite une spirale très dangereuse, très négative, comme celle qu'on avait connue, les plus anciens s'en souviennent peut-être, dans les années 70. Mais alors, c'est une très mauvaise nouvelle, par exemple, pour ceux qui souhaitent emprunter, je ne sais pas, pour acheter, par exemple, leur logement. François Villeroy de Galhau, ça signifie que les prix s'apprécient. Il y a d'ailleurs eu un problème, parce que les taux d'intérêt étaient soudainement plus hauts, et ils étaient donc au niveau ou presque du taux de l'usure, ce qui provoquait une annulation de la moitié des crédits. Bref, comment... Alors oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, elles n'étaient pas toutes crédibles, si vous me permettez, Guillaume Erner, et je crois que le crédit... Pourquoi pas toutes non, parce qu'il y a eu notamment un chiffre qui a circulé. La moitié. Oui, mais ce chiffre... Ce chiffre, vous le contestez. Tous ceux qui l'ont regardé le contestent. Il n'est même pas dans l'enquête de l'organisation professionnelle taux, qui a été citée. Juste pour expliquer aux auditeurs... Peut-être pour expliquer sur le crédit immobilier, globalement, il reste dynamique en France aujourd'hui. On est à plus de 21 milliards de production de crédit chaque mois. C'est plus que la moyenne des 5 dernières années. Mais nous sortons effectivement d'une situation, pendant ces dernières années, où le taux du crédit immobilier était exceptionnellement favorable. Pour la raison que je disais tout à l'heure, comme il n'y avait pas assez d'inflation, on avait abaissé les taux d'intérêt à un niveau exceptionnellement bas. Ça, nous en sortons et c'est normal. C'est ce qu'on appelle la normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'on revient vers des taux d'intérêt qui sont plus normaux. Pour vous situer un ordre de grandeur sur le crédit immobilier, la moyenne des taux de crédit immobilier, alors évidemment quand je raisonne en moyenne, chaque crédit immobilier peut être un taux différent pour chaque personne, mais la moyenne était à 2,7%. Et la dernière observation qui a été faite sur le mois d'août est à 1,5. Donc vous voyez, ça a remonté, mais on est encore très loin de la moyenne. Si vous me permettez d'ajouter une chose sur ce taux de l'usure, qui est un taux plafond, qui est fait pour protéger les emprunteurs. Effectivement, il y a eu un certain nombre de pressions, d'un certain nombre d'organisations professionnelles du côté des prêteurs pour dire qu'il faut le relever plus vite.
La Banque de France a refusé ça. Et je crois que nous avons bien fait parce qu'il s'agit de protéger les emprunteurs et d'éviter justement que les taux du crédit immobilier remontent trop vite. Ils doivent remonter de façon progressive. C'est ça qui se passe. Et du coup, nous avons appliqué la loi, ce qui dans une démocratie est un bon principe. Nous avons défendu l'intérêt général. Donc il y a eu une remontée normale du taux de l'usure à fin septembre. J'ai lu récemment qu'il y avait des banques ou d'autres qui souhaitaient un changement des règles de calcul. Et oui, parce qu'en fait, nos camarades banquiers disent qu'ils perdent de l'argent sur chaque prêt. Guillaume Erner, je vous laisse parler de vos camarades banquiers, mais je vais dire les choses très simplement. Nous sommes là pour protéger l'intérêt général, donc les intérêts de tous, y compris les emprunteurs. Il n'y aura pas de changement des règles de calcul. Et donc nous appliquerons à nouveau à la fin du trimestre, c'est-à-dire fin décembre, la loi comme elle est prévue. C'est ça notre rôle. Et il y aura à ce moment-là un nouveau relèvement du taux de l'usure. Il faut que les choses se passent dans l'ordre et dans l'intérêt de tous. Encore une fois, la Banque de France est indépendante, pas seulement des partis politiques, mais des intérêts privés. François Villeroy de Galhau, le FMI craint aujourd'hui une récession. A-t-il raison ? Alors, nous avons dit dans nos prévisions pour la France, que nous avons publiées il y a un mois, que nous ne pouvions pas exclure une récession pour 2023 à moins 0,5. Ça n'est pas le scénario le plus probable, hein, mais il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui que nous avons préféré publier une fourchette. S'il devait y avoir une récession, nous pensons qu'elle serait limitée et temporaire. Ça veut dire quoi ? Limité, c'est que moins 0,5, c'est très différent, souvenez-vous, de ce qu'on avait connu en 2020. Quand l'économie avait chuté avec le Covid, on l'a peut-être oublié, en 2020, il y a eu moins 8%. Hein. Et temporaire, c'est que, y compris le FMI, tout le monde s'accorde à dire qu'il y aurait un rebond de l'économie derrière en 2024. Au passage, ceci justifie qu'il ne faille pas aujourd'hui un nouveau « quoi qu'il en coûte ». Justement, si on a une période de récession, si celle-ci est même modeste, comme vous semblez le dire pour la France, qui ne serait peut-être pas forcément le cas pour le monde entier, nous l'aborderions, François Villeroy de Galhau, avec un niveau de dette très élevé du fait de cette période de 2020, du fait donc du quoi qu'il en coûte. Est-ce que cela, par exemple, constitue un risque ? Alors, je crois qu'il ne faut pas regretter le quoi qu'il en coûte. Il était nécessaire. Il est assez rare que le gouverneur de la Banque de France soutienne des déficits accrus, mais là, il y avait une situation exceptionnelle, il fallait des remèdes exceptionnels. Mais il ne faut pas recommencer aujourd'hui, parce que si nous augmentons sans cesse la dette publique, on peut avoir l'impression que c'est indolore. Ça ne l'est pas du tout, parce que ça veut dire que nous passons la facture aux générations futures. Nous manquons de solidarité avec la jeunesse, avec nos enfants ou nos petits-enfants pour les plus âgés. Et donc, la puissance publique doit amortir une partie du choc. C'est ce qui se passe à travers les mécanismes qu'on décrivait tout à l'heure, de bouclier tarifaire, de protection du pouvoir d'achat des ménages. Mais elle ne peut pas amortir la totalité du choc. Il faut que collectivement, nous prenions une partie de ce surcoût extérieur. Une remarque de mon camarade Jean Lémarie. Jean Lémarie, vous le savez, a le biais politique chaque jour. Il aimerait vous poser une question. À cet égard, est-ce que le budget examiné à partir d'aujourd'hui en séance à l'Assemblée nationale, le budget pour l'an prochain est bien calibré? Est-ce qu'il va trop loin? Est-ce qu'il va pas assez loin? Comment est-ce que vous le voyez? Oh, ça, c'est pas à moi d'en décider, hein, c'est à la démocratie. Vous savez, dans une crise comme ça, c'est très important que chacun soit dans son poste de responsabilité et fasse son travail. Nous, notre travail, il est contre l'inflation, ce que j'appelais l'inflation sous-jacente hors énergie. Il va y avoir un débat, je pense un débat vivant, animé, tonique, dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale. C'est très bien. Je note simplement que la France a été dans les premières à adopter ce bouclier tarifaire qui domine ce budget, essentiellement dirigé vers les ménages, et que c'est plus efficace, visiblement, quand on se compare à l'Allemagne, l'Italie, aux autres grands pays européens, qui sont en train, d'ailleurs, d'adopter des paquets de ce type. Peut-être le souhait, c'est que plus on est amené à prendre des mesures un peu conjoncturelles face à ce choc énergétique, plus nous fassions des choix raisonnables, sérieux, sur les autres dépenses. Je crois qu'il faut qu'on soit le plus efficace possible sur les dépenses courantes, y compris pour se créer des marges de manœuvre pour l'avenir. Ne pas passer la facture aux générations suivantes, et puis être prêt à financer des investissements, on parlait de Bruno Latour, comme la transition climatique, par exemple. Voilà, un budget, c'est toujours un exercice difficile de choix. On ne peut pas tout faire, sauf à obérer l'avenir.
j'espère que le débat public va éclairer ces choix. Mais alors, vous ne voulez pas commenter des choix politiques parce que le gouverneur de la Banque de France ne peut pas le faire, François Villeroy de Galhau, mais beaucoup de politiques commentent les choix des banquiers centraux. C'est une profession compliquée. Merci de votre solidarité. Je veux vous apporter un peu de compassion ce matin et vous dire que dans l'atmosphère actuelle, avec des gouvernements que d'aucuns qualifient de populistes, les banques centrales sont durement critiquées. Comment vivez-vous cela d'un point de vue existentiel, mais d'un point de vue aussi fonctionnel, François Villeroy de Galhau? Oh, écoutez, je vais le dire avec un sourire et très simplement. D'abord, je crois normal dans des démocraties qu'il y ait des débats et des critiques. C'est pas parce qu'on est banquiers centraux et indépendants qu'on doit être sur une montagne isolée et ne pas écouter les questions ou les critiques des uns et des autres. Je note simplement, ça dépend beaucoup des pays, ces critiques des banques centrales. En gros, il y a à peu près autant de pays qui les critiquent pour avoir été trop lentes et ne pas faire assez, et les appellent à monter encore plus les taux d'intérêt. Et puis de l'autre côté, des pays où on dit « Mais pourquoi vous remontez les taux d'intérêt ? C'est pas comme ça que vous avez lutté contre l'inflation. » J'ai essayé d'expliquer la partie de l'inflation, hors énergie, sur laquelle nous étions efficaces. Alors, il est tentant de dire que quand on est critiqué des deux côtés, c'est peut-être qu'on est sur le bon chemin et dans la bonne voie. Mais je crois que nous sommes là pour faire notre travail et l'expérience prouve qu'une banque centrale indépendante fait un meilleur travail pour ramener l'inflation à 2%. Mais l'indépendance, ça veut dire aussi que nous devons expliquer ce que je fais ce matin. Mais ça veut dire que vous êtes aussi soumis à la pression du politique qui voudrait que vous preniez des décisions, par exemple, sur le court terme, François Villeroy de Galhau, et ça, est-ce que ça ne va pas modifier le contexte dans lequel vous devez prendre ces décisions? Alors, je crois que vous introduisez une dimension très importante, c'est la dimension du temps. J'ai dit que nous étions indépendants par rapport aux forces politiques, par rapport aux intérêts privés, mais nous sommes aussi indépendants par rapport à ce qu'on pourrait appeler la dictature de l'urgence ou la dictature du court terme. Une des grandes difficultés que nous avons, qu'ont les dirigeants politiques, les entrepreneurs, etc., c'est que depuis 3 ans, nous accumulons les crises. Souvenez-vous, le Covid, ensuite la sortie du Covid, ça c'était une crise positive, et puis l'invasion russe de l'Ukraine. Voilà, tout ceci n'était pas prévu et très difficile à gérer et fait une espèce de dictature de l'urgence. Mais, bien sûr, il faut gérer ces crises. Mais je crois qu'il y a une autre urgence, si vous me permettez, c'est de penser le long terme, et de sortir des crises par le haut. Je vais vous citer deux exemples. À l'occasion du Covid, je ne veux pas dire qu'on a inventé le télétravail, mais on l'a beaucoup développé et mis en œuvre, et ça, je crois que c'était une réponse positive. À l'occasion de la crise ukrainienne, il faut évidemment qu'on accélère sur la transition climatique. Ça, c'est une sortie par le haut. Je crois que c'est notre devoir de rappeler un petit peu ça. Et si je résume pour l'économie française et européenne, je crois qu'il faut qu'on réussisse 3 grandes transformations, si j'ai 1 minute, 3 grandes transformations qui vont à la fois réduire l'inflation et augmenter notre croissance tout en la rendant plus verte, parce qu'elles vont muscler notre capacité de production. C'est la transition climatique, j'en ai parlé, c'est la transition numérique et l'innovation, et puis c'est la transformation du travail. Nous devons en France avoir à la fois plus de travail et un meilleur travail. C'est le paradoxe qu'on relevait tout à l'heure. Nous avons trop de chômeurs, y compris parmi les jeunes, alors que 58% des entreprises ont des difficultés de recrutement. Moi, je crois que cette crise peut être l'occasion de sortir par le haut avec une économie française qui soit plus forte et plus juste. Merci François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, d'avoir donné votre point de vue sur cette conjoncture avec cette note qui vient d'être publiée par votre organisme, la Banque de France.